La campagne électorale au Nigeria est marquée par l'arrivée de nombreux jeunes candidats. Ceci est lié à une loi votée en mai 2018 qui abaisse l'âge des candidats aux élections. Progression du terrorisme dans le Sahel, le commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité appelle à combiner la réponse militaire à une lutte contre ses causes profondes, notamment économiques et politiques. Candidature pour le poste de Premier ministre en Thaïlande, la sœur du roi a été officiellement disqualifiée lundi de la course. La manifestation de son désir avait créé un séisme politique dans le pays. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA. La présidentielle de 2019 au Nigeria est marquée par l'arrivée de nombreux jeunes candidats. Ceci est lié à une loi votée en mai 2018 qui abaisse l'âge des candidats aux élections présidentielles, comme vous le verrez à travers ce reportage. Ils sont très jeunes, ils veulent être députés ou présidents. Désormais au Nigeria, il faut avoir au minimum 35 ans pour être candidat à la présidentielle, au lieu de 40 ou 30 ans par les aspirants gouverneurs et 25 ans pour la Chambre des représentants et les assemblées locales. En matière de renouvellement de la classe politique nigériane, les avis sont partagés sur l'impact de cette loi. Cette dernière réduit de 5 ans l'âge des personnes qui aspirent à être députés, sénateurs ou candidats à l'élection présidentielle. La conséquence ne s'est pas fait attendre. De nombreux jeunes ont été sélectionnés pour les élections locales et pour la présidentielle de cette année. On parle d'environ 1500 jeunes engagés dans la course électorale. Sur le fond, ces jeunes apportent des propositions concrètes. Ils promettent un accès à l'eau potable, de meilleurs services de santé ou encore une meilleure gestion du secteur de l'énergie. Par ailleurs, un incendie a dévasté un bureau de la commission électorale dans le centre du Nigeria, détruisant du matériel électoral, dont des urnes, à quelques jours des élections présidentielles et législatives du 16 février. Lui, il ne baisse pas le bras. Le candidat de l'opposition Martin Fayulu, qui revendique la victoire à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, a proposé de refaire les élections dans un délai de 6 mois. Ceci dans une lettre aux dirigeants de l'Union africaine. Les précisions. Parmi les chefs d'État réunis samedi et dimanche à Addis Abeba pour le 32e sommet de l'Union africaine figurait le nouveau président congolais, l'autre opposant Félix Tshisekedi. Il a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle à un tour du 30 décembre dernier avec 38,5% des voix par la commission électorale puis la Cour constitutionnelle. Martin Fayulu accuse la commission électorale d'avoir tout simplement fabriqué les résultats qu'elle a publiés. Tous les rapports d'observation électorale et des témoins de la MOUCA, la coalition autour de Fayulu, ainsi que les résultats de la commission électorale publiés dans la presse internationale, attestent que j'ai été élu président de la République démocratique du Congo à plus de 60% des voix, proteste Martin Fayulu. Il propose la création d'un comité spécial de l'Union africaine pour la vérification de la vérité des urnes en République démocratique du Congo dans ce courrier daté de vendredi et diffusé plus tard. Félix Tshisekedi a été investi le 24 janvier dernier lors d'une cérémonie avec l'ancien président Joseph Kabila, la première passation de pouvoir pacifique dans l'histoire du pays. À Addis Abeba, il a rencontré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Le nouveau président congolais a été élu deuxième vice-président de l'Union africaine pour l'année 2019. Le mois dernier, plusieurs dirigeants africains avaient demandé au nom de l'Union africaine la suspension de la proclamation des résultats de la présidentielle en République démocratique du Congo, entachée selon eux de tout sérieux. Mais après la validation des résultats par la Cour constitutionnelle congolaise, l'élection de Félix Tshisekedi a été saluée par des poids lourds du continent, dont l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Égypte. Progression du terrorisme dans le Sahel, cette réalité préoccupe la communauté africaine. Le commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité appelle à combiner la réponse militaire à une lutte contre ces causes profondes, à savoir les causes économiques et politiques. Ismaël Chergui, commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, a déploré lundi le terrorisme en progression dans le Sahel.
Le Burkina Faso, par exemple, est confronté presque quotidiennement à des attaques criminelles et terroristes. Les mouvements terroristes se multiplient, s'acharnent sur les populations civiles et les institutions de plusieurs pays. L'Afrique de l'Ouest tout entière est en état d'alerte. Donc nous avons l'autre aspect qui sont les problèmes entre les différents groupes ethniques et même un différend entre les éleveurs et les agriculteurs. La combinaison de tous ces éléments contribue à un niveau de violence sans précédent, avec le meurtre de personnes innocentes, la destruction de leurs propriétés dans une région qui est déjà relativement pauvre. La question de la lutte antiterroriste fait l'objet de discussions par toutes les délégations et nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut concentrer les efforts sur l'apport d'une réponse complète à ce phénomène. Ces déclarations rejoignent l'engagement du nouveau président en exercice de l'Union africaine, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui a appelé lors de sa prise de fonction dimanche à lutter contre les causes du terrorisme. Le groupe armé tchadien visé par des frappes aériennes françaises début février dans le nord-est du Tchad a estimé lundi avoir perdu une bataille, mais pas la guerre. Ceci après la capture d'au moins plusieurs dizaines de ses combattants. Les précisions. Une bataille est perdue, mais pas la guerre, a déclaré Youssouf Hamid, porte-parole de l'Union des forces de la résistance. Le groupe est entré fin janvier au Tchad depuis la Libye, où il était basé. À la demande de N'Djamena, la France a annoncé avoir procédé à 3 reprises à des frappes de Mirage 2000 contre la colonne de pick-up. On ne savait pas que la France interviendrait. Normalement, ils font du renseignement, ça on le sait. On ne s'attendait pas à des frappes, a déclaré Hamid. Il n'y a pas eu un seul combat entre les combattants de l'UFR et l'armée tchadienne. C'est la France qui a combattu, pas les Tchadiens, a-t-il pesté. Samedi, l'armée tchadienne avait annoncé avoir capturé plus de 250 terroristes, dont 4 principaux chefs, saisi plus de 40 véhicules et plusieurs centaines d'armes. Selon Hamid, qui a qualifié ce bilan de fantaisiste, une trentaine de combattants de l'UFR se sont rendus à l'armée tchadienne après s'être réfugiés dans une grotte à la suite des bombardements français sans qu'il y ait de combat. L'UFR est un groupe armé né en 2009 dont la majorité des membres et des chefs est à l'origine d'une tentative de putsch en 2008 stoppée in extremis aux portes du palais présidentiel de N'Djamena grâce à l'appui de l'allié français. Dirigé par Timan Erdini, neveu du président Idriss Déby Itno et de l'ethnie Zaghawa comme lui, le groupe comptait sur des défections au sein de l'armée pour grossir ses rangs lors de sa dernière offensive. Des sources au sein de l'UFR ont affirmé que plusieurs dizaines de militaires de l'armée les avaient rejoints sans qu'il soit possible de confirmer l'information. Au Bénin, les élections législatives à venir continuent d'agiter la classe politique. Pour prendre une part active dans cette bataille politique qui s'annonce féroce, le Parti communiste du Bénin était en congrès extraordinaire le week-end écoulé. Le parti a tenu à se mettre en règle vis-à-vis des nouvelles dispositions électorales dans le pays. Le Parti communiste du Bénin le dit haut et fort, il ne mourra pas. Et pour joindre l'acte à la parole, l'historique parti de toutes les luttes pour les droits de l'homme et la démocratie au Bénin était un congrès extraordinaire. Nous sommes dans des conditions, mutatis mutandi, semblables à celles de la période de Kérékou PLPB, celle d'une autocratie noire, despotique. Si celle-ci a régné par force brute des armes et des mesures administratives autocratiques, le pouvoir dit de la rupture, en plus de la force brute de l'argent, règne principalement par le pouvoir de l'argent, avec un parlement et une justice à ordre. Le PCB va se conformer aux dispositions de la nouvelle charte des partis politiques. Dans cette quête de mise en conformité, le PCB peut compter sur le soutien de toutes les autres formations politiques de l'opposition. Toutes étaient représentées par leur président ou responsable à ce congrès extraordinaire. Le Parti communiste du Bénin est une nécessité pour la démocratie béninoise. Nous espérons que l'USL, l'un des tout jeunes partis du Bénin, saura porter ce flambeau aussi haut qu'il est possible de le faire. Je voudrais réaffirmer notre engagement à dire un non définitif à ces abus dès le 28 avril 2019. C'est un parti qui défend réellement des valeurs
un parti qui cultive l'éthique et la morale, un parti défenseur de la démocratie, de l'état des droits, des droits de l'homme, des couches vulnérables, des travailleurs, des jeunes, des étudiants, des femmes. Le PCB a décidé de jouer sa partition jusqu'au bout afin que vivent à travers lui les idéaux du communisme. Candidature pour le poste de Premier ministre en Thaïlande, la sœur du roi thaïlandais a été officiellement disqualifiée lundi de la course. La manifestation de son désir avait créé un séisme politique dans le pays, allant jusqu'à alimenter des rumeurs sur un éventuel coup d'État. Le nom de la princesse Ubol Ratana ne figure pas parmi les noms des candidats au poste de chef du gouvernement qui doit être issu des élections législatives du 24 mars. Raison avancée par la commission électorale thaïlandaise, tous les membres de la famille royale se doivent d'être au-dessus de la politique. Cet épisode vient mettre un terme à plusieurs jours de crise. En effet, le Thai Raksa Chart, parti allié à l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, annonce la candidature de la princesse. La nouvelle provoque une onde de choc dans le pays où les membres de la famille royale sont traités avec un statut quasi divin et échappent à toute critique. Quelques heures plus tard, le roi qualifie la candidature de sa sœur d'autrement inappropriée. Le Thai Raksa Chart annonce rapidement qu'il se conformera aux souhaits du monarque et la commission électorale valide le retrait lundi. Le sort du Thai Raksa Chart restait quant à lui incertain. La commission électorale pourrait en effet décider que la candidature de la princesse était contraire à la Constitution, ce qui serait un premier pas vers une éventuelle dissolution de ce parti. Déjà, un groupe d'activistes thaïlandais a soumis une pétition aux autorités électorales demandant la censure du parti Thai Raksa Chart. De son côté, ce parti demande à la commission électorale d'examiner les qualifications du chef de la junte du pays pour devenir Premier ministre. Virulente critique d'Ankara sur le traitement réservé à la minorité musulmane turcophone des Ouïghours. La Chine a protesté officiellement auprès de la Turquie. Des centaines de milliers de personnes seraient détenues dans ce cadre. La Turquie, qui compte une importante communauté ouïghour, avait qualifié samedi de honte pour l'humanité la politique d'assimilation systématique visant les Ouïghours en Chine. Un appel a été lancé à la communauté internationale et au secrétaire général de l'ONU pour mettre un terme à la tragédie humaine qui se déroule à Xinjiang. Jusqu'à 1 million de musulmans, dont une grande majorité de Ouïghours, seraient détenus dans des centres de rééducation politique, selon des experts cités par l'ONU et des organisations de défense des droits de l'homme. Pékin dément ces accusations ainsi que la mort en détention d'un chanteur et poète ouïghour dont avait fait état samedi la diplomatie turque. Les accusations de la Turquie sont clairement déraisonnables et basées sur des mensonges. Nous avons déjà transmis à la Turquie nos protestations officielles. Le communiqué de presse du porte-parole turc des Affaires étrangères disait aussi que le célèbre musicien ouïghour Eit est mort en prison lors de sa 2e année de détention. J'ai vu sa vidéo sur Internet hier. Elle montre qu'il n'est pas seulement en vie, mais aussi en excellente santé. Les Ouïghours constituent le principal groupe ethnique du Xinjiang au nord-ouest de la Chine. Régulièrement frappée par des attentats meurtriers attribués par Pékin à des séparatistes ou des islamistes ouïghours, elle fait l'objet depuis ces dernières années d'une très haute surveillance policière. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.